Le jour de mon anniversaire, la fille de ma sœur a jeté son verre sur ma tenue et a dit « Maintenant, tu as l'air aussi cheap que tu le es vraiment ». Ma mère a pris son parti. J'ai juste souri. Cette nuit-là, j'ai annulé la carte de crédit de ma sœur. Mais à 8h40, sa fille s'est réveillée et sa voiture avait disparu. J'étais sidéré par le comportement de Sophie. Bien sûr, nous avions eu notre lot de petites disputes auparavant, des petits regards en coin lors des réunions de famille, des commentaires sarcastiques qu'elle pensait intelligents mais rien qui ne lui donnait le droit de faire ce qu'elle a fait ce soir-là. Ce n'était pas seulement ce qu'elle a dit, ou la manière dont elle l'a dit. C'était le fait qu'elle l'ait fait délibérément, devant tout le monde, et qu'elle ait agi comme si de rien n'était. Ce qui a empiré les choses, c'est son père. Il était assis juste là, il a tout vu, et il n'a pas dit un seul mot. Pas même un tiède, ce n'est pas approprié. Il a simplement baissé les yeux sur son assiette, comme si ce n'était pas son problème. Et le reste de ma famille, y compris ma mère, semblait complètement désemparé, comme s'ils avaient oublié les règles élémentaires de la bienséance. La soirée avait pourtant commencé assez normalement. Je les avais invités pour mon dîner d'anniversaire, déterminés à faire quelque chose de simple et à éviter le chaos habituel qui se produit lorsque trop de gens sont réunis. J'avais passé toute la journée à cuisiner, à mettre la table, à m'assurer que tout soit accueillant. Je m'étais même offert une nouvelle tenue, un chemisier crème au léger éclat et une jupe vert foncé qui me donnait l'impression d'être élégante. J'avais prévu que cette soirée soit une petite célébration, juste pour nous. Sophie était restée silencieuse pendant la majeure partie du repas, tripotant son téléphone pendant que les adultes discutaient. Vers le milieu du dîner, elle s'est levée pour remplir son verre avec le punch que j'avais préparé. Je ne lui prêtais même pas attention, jusqu'à ce que je sente le liquide froid m'éclabousser. Le liquide rouge foncé a instantanément imbibé mon chemisier et ma jupe, coulant sur le sol et éclaboussant la chaise. Pendant une seconde, j'ai pensé que c'était peut-être de la maladresse, mais quand j'ai levé les yeux, elle était là, debout, tenant son verre vide et me fixant droit dans les yeux. Puis elle l'a dit, fort, clairement, et avec un sourire, « Maintenant, tu as l'air aussi cheap que tu le es vraiment ». Un silence. Pas un silence de choc, mais plutôt cette pause gênante où tout le monde attend que quelqu'un d'autre gère la situation. J'ai attendu que Claire dise à sa fille de s'excuser, mais Claire n'a rien dit. Ma mère a rompu le silence en secouant la tête et en disant « Oh, Stéphanie, ce n'est qu'une petite farce. Ne réagis pas de manière excessive. » C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. J'avais subi ma part d'humiliation dans cette famille, mais celle-ci allait laisser des traces, à moins que je ne fasse quelque chose. Je me suis excusé en souriant, comme si cela n'avait pas d'importance. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en train de régler les détails. Je savais que je n'allais pas crier. Je n'allais pas lui jeter un verre en retour, ni commencer une dispute devant tout le monde. Ma vengeance n'allait pas être bruyante. Elle allait être silencieuse, délibérée, et parfaitement synchronisée. Le genre qui laisse une marque, sans que personne ne la voie venir. Cet anniversaire n'allait pas se terminer avec des bougies et un gâteau. Il allait se terminer par une leçon que Sophie n'oublierait pas. Quand je suis revenu à table après m'être nettoyé, l'atmosphère dans la pièce était plus lourde. Personne ne me regardait directement, mais je sentais leur regard se déplacer à chaque fois que je bougeais. Je me suis assise comme si de rien n'était, j'ai rempli calmement mon verre, et j'ai repris la conversation comme si mes vêtements n'étaient pas encore humides et ne sentaient pas le punch. Ils pensaient probablement que j'avais laissé passer, comme je l'avais toujours fait. C'était leur erreur. Sophie ne croisait pas mon regard. Elle continuait de jouer avec son téléphone, affichant parfois un sourire suffisant, comme si elle avait gagné quelque chose. Claire parlait d'un projet de travail, et ma mère intervenait de temps en temps, essayant de maintenir la soirée en mouvement. Je riais quand il riait, j'acquiesçais quand il parlait, et je ne montrais aucun signe que je pensais encore à l'incident. Mais j'y pensais. Au moment où le dessert a été servi, mon plan était déjà en train de se former. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni partir en claquant la porte. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir ébranlé. Ma vengeance ne serait pas un seul moment explosif. Elle serait silencieuse, précise, et profondément dérangeante. Quand la soirée s'est terminée, ils sont tous partis sans la moindre trace de tension dans leur voix. Peut-être pensaient-ils que la blague était passée. Cela m'allait très bien. J'ai verrouillé la porte derrière eux, je me suis versé un verre de vin, et je me suis assise devant mon ordinateur portable. Claire m'avait un jour demandé de commander quelque chose pour elle en ligne,
alors qu'elle était à l'étranger. Elle m'avait donné ses informations de carte de crédit par téléphone, et je les avais enregistrées pour passer la commande. Elle n'a jamais changé la carte par la suite. Au fil des ans, elle avait probablement oublié que je les avais. Je me suis connecté à son compte. Elle était là, active, avec un solde suffisamment important pour couvrir la virée shopping dont Sophie se vantait depuis des semaines. J'ai cliqué sur quelques boutons, j'ai rempli le motif requis, et je l'ai annulé complètement. Pas gelé, pas suspendu, annulé. C'était la première étape. Petite, presque invisible, mais suffisante pour créer une onde de choc. Je n'avais pas besoin qu'elle fasse le lien avec moi tout de suite. En fait, je préférais qu'elle ne le fasse pas. La confusion était tout aussi satisfaisante que la colère. Mais le vrai coup n'allait pas être financier. Voyez-vous, la voiture de Sophie, celle qu'elle exhibait sur Instagram, celle qu'elle utilisait pour conduire ses amis partout, n'était pas techniquement la sienne. C'était la mienne. Mon nom était sur la carte grise. Je l'avais achetée il y a 2 ans, quand les finances de Claire étaient en désordre, avec l'accord qu'elle me rembourserait lentement. Elles ne l'ont jamais fait, mais elles agissaient comme si la voiture appartenait de droit à Sophie. Les clés étaient dans le tiroir de ma cuisine. J'avais un ami avec un garage sécurisé de l'autre côté de la ville. Cette nuit-là, j'ai mis les clés dans mon sac et je suis allé me coucher, avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Demain matin, Sophie allait apprendre quelque chose que sa mère ne lui avait jamais enseigné: certaines personnes ne jouent pas selon tes règles. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, plus tôt que d'habitude le week-end. La maison était silencieuse, et l'air portait encore cette vague énergie suffisante de la nuit dernière. J'ai fait du café, j'ai posé ma tasse sur le comptoir, et j'ai pris mon sac. Les clés de la voiture étaient à l'intérieur, exactement là où je les avais mises la veille. La routine du week-end de Sophie était prévisible. Elle ne sortait jamais du lit avant 9 heures, à moins d'avoir quelque chose d'excitant à faire. Cela me laissait largement assez de temps. Je me suis glissé dehors, j'ai déverrouillé sa précieuse petite voiture, et je me suis installé au volant. L'intérieur sentait encore légèrement son parfum, ce genre trop sucré que les adolescentes pensent sophistiqué. Les rues étaient vides. J'ai traversé la ville jusqu'à chez mon ami Marc, dans un garage sécurisé derrière son atelier. Marc ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là avant le lever du soleil. Il m'a juste regardé entrer, m'a écouté dire « garde-la ici » pendant un moment, et a hoché la tête. C'est une chose que j'apprécie chez Marc, il n'est pas curieux. À 8h40, j'étais de retour chez moi, assise à ma table de cuisine avec mon café et une vue dégagée sur l'allée. Pile à l'heure, Sophie est sortie, sweat à capuche, chignon décoiffé, clé à la main. Elle s'est arrêtée net. Sa tête tournait d'un côté, puis de l'autre. Elle a marché jusqu'au trottoir, a regardé la rue dans les 2 sens, et a même jeté un coup d'œil aux allées des voisins. Puis, elle a commencé à faire les 100 pas, le téléphone à la main. Quelques minutes de conversation frénétique. Je n'avais pas besoin d'entendre sa voix pour imaginer le ton, moitié panique, moitié indignation. Peu de temps après, la voiture de Claire est arrivée en crissant des pneus dans l'allée. Elle est sortie, parlant déjà à Sophie, agitant les bras, scrutant la rue comme si elle s'attendait à ce que la voiture apparaisse par magie si elle regardait assez fort. Elles sont toutes les deux montées dans la voiture de Claire et sont parties rapidement. Je les imaginais se diriger directement au poste de police, Sophie insistant sur le fait qu'elle avait été volée, Claire exigeant une intervention urgente, et l'officier expliquant calmement la procédure, sachant très bien que la plupart des voitures volées sont simplement mal garées ou remorquées. Vers midi, Claire m'a appelé. Elle n'a pas demandé si j'avais vu quelque chose. Elle s'est directement plainte de l'insécurité de mon quartier, de la façon dont les jeunes ne peuvent plus rien avoir de bien, et de la police qui ne fait pas son travail. J'ai fait les bruits appropriés, compatissante mais détachée, et je l'ai laissé se défouler sans offrir d'aide, car aucune aide n'allait venir. Pas de ma part. La voiture était en sécurité, bien rangée, et elle allait y rester. Il ne s'agissait pas de la détruire, ni même de la garder pour toujours. Il s'agissait de leur retirer quelque chose qu'elles pensaient leur être dû, de les faire vivre sans, et de leur faire sentir le poids de cette absence. Et le meilleur dans tout ça? Elle n'avait toujours pas la moindre idée que c'était moi. Le deuxième jour, le ton des appels de Claire avait changé. La panique était toujours là, mais elle s'était durcie en colère. Sophie n'était plus simplement contrariée, elle était furieuse. Perdre la voiture signifiait qu'elle avait manqué un déjeuner dont elle se vantait depuis des semaines,
qu'elle avait sauté son travail à temps partiel, et maintenant, Claire refusait de lui prêter sa propre voiture, de peur que Sophie ne la perde aussi. J'imaginais Sophie, boudant dans sa chambre, la porte claquée, son téléphone vibrant de messages non répondus d'amis qui étaient passés à autre chose sans elle. Rien que ça, c'était déjà satisfaisant, mais un problème inattendu m'est tombé dessus. Claire a appelé en milieu de matinée, l'air stressé, mais essayant d'agir de manière désinvolte. Elle a dit qu'elle avait une facture urgente à payer, mais que son compte avait été temporairement gelé à cause d'une activité frauduleuse liée à sa carte de crédit, désormais annulée. Elle n'a pas directement demandé d'argent au début. Elle a tourné autour du pot, mentionnant qu'elle était à court ce mois-ci et qu'elle attendait toujours une réponse de la banque, mais finalement, la demande est venue. Je lui ai dit que j'allais me renseigner et j'ai mis fin à l'appel sans m'engager. Savoir qu'elles étaient maintenant en difficulté financière, sans avoir la moindre idée que j'en étais la cause, était plus satisfaisant que tout ce que j'avais initialement prévu. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé faire des courses. Dans le rayon des céréales, j'ai failli percuter Sophie. Elle était avec deux de ses amis, bavardant et riant jusqu'à ce qu'elle me voie. Son expression s'est instantanément figée. Je ne l'ai pas saluée, je n'ai même pas ralenti. Je suis passé à côté d'elle comme si elle était une étrangère. Mais en tournant dans l'allée suivante, j'ai entendu sa voix, basse et rapide, raconter quelque chose à ses amis qui les a fait toutes les deux se tourner vers moi. L'une d'elles a même regardé un peu trop longtemps, comme si elle venait d'entendre quelque chose qu'elle n'était pas sûre de devoir croire. Le soir, la situation avait de nouveau changé. Claire a appelé, mais cette fois, son ton était différent, plus sec, plus prudent. Elle a commencé à me demander si j'avais remarqué quelqu'un qui traînait dans ma rue ces derniers temps, si des colis avaient disparu, si ma caméra de sonnette avait peut-être enregistré quelque chose. Elle ne m'a pas accusé directement, mais je sentais bien qu'elle y venait. Elle voulait voir si j'allais craquer. Le plus grand rebondissement est survenu plus tard dans la nuit, lorsque ma mère a appelé. Elle a dit que Claire avait mentionné que quelqu'un de la famille pourrait être responsable de ce qui s'était passé. Elle n'a pas dit mon nom, mais je sentais qu'elle sondait le terrain, attendant ma réaction. J'ai gardé une voix égale, je lui ai dit que j'espérais qu'elle retrouverait la voiture bientôt, et j'ai même ajouté que, peut-être, elle était simplement abandonnée quelque part, attendant d'être récupérée. Le truc avec la suspicion dans les familles, c'est qu'elle ne reste pas tranquillement en place. Elle grandit, elle se propage, et elle retourne les gens les uns contre les autres, plus vite que la vérité ne le pourrait jamais. Je n'avais pas prévu qu'elles commenceraient à douter les unes des autres sitôt. Mais maintenant que ça arrivait, je n'allais certainement pas l'arrêter. Je devais juste rester silencieuse, rester calme, et regarder les fissures s'élargir. Et elles allaient s'élargir. J'en étais sûr. Le troisième jour, je n'avais pas besoin de voir Claire et Sophie pour savoir que les choses se dégradaient. Je l'entendais dans le ton sec de la voix de Claire chaque fois qu'elle appelait, et dans les cris étouffés en arrière-plan. Quelle que soit la façade polie qu'elles avaient tenté de maintenir au début, elle s'était effondrée. D'après ce que Claire a laissé échapper, elle avait commencé à interroger Sophie, pour savoir si elle aurait pu laisser quelqu'un conduire la voiture ou fait quelque chose d'imprudent qui aurait conduit à sa disparition. Sophie jurait que non, mais Claire revenait sans cesse à la charge, clairement pas convaincue. La voiture manquante était déjà assez grave, mais quand on y ajoutait la carte de crédit bloquée et la réputation de Sophie d'être négligente avec ses affaires, la suspicion était pratiquement servie sur un plateau. À midi, j'ai reçu un texto de Claire qui m'a glacé une seconde. Il disait, « Si je découvre que tu caches quelque chose à propos de la voiture, je ne te couvrirai pas. » J'ai su instantanément qu'il ne m'était pas destiné. Elle l'avait envoyé au mauvais numéro. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le message là, sachant qu'elle finirait par remarquer son erreur et se demanderait si je l'avais mal interprété. Quelques heures plus tard, une amie commune m'a appelé pour me raconter une scène dans leur allée. Sophie avait crié sur Claire si fort que les voisins étaient sortis pour regarder. Sophie l'accusait de toujours la blâmer quand les choses tournaient mal, tandis que Claire rétorquait que Sophie était égoïste et négligente, et que ce n'était qu'un exemple de plus. Cela s'est terminé par Sophie entrant en trombe dans la maison et claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé, laissant Claire seule dans l'allée, les mains sur les hanches, le regard dans le vide. Ce soir-là, ma mère a appelé pour la deuxième fois en 2 jours, son ton nettement plus froid. Elle a dit que Claire avait de nouveau laissé entendre que quelqu'un de la famille pourrait être derrière la disparition de la voiture. Maman ne m'a pas accusé ouvertement, mais je sentais qu'elle tâtait le terrain. J'ai gardé une voix calme, je lui ai dit que ce serait terrible si c'était vrai,
et j'ai même ajouté que je garderais l'œil ouvert au cas où je verrais la voiture dans le coin. Elle a semblé assez satisfaite pour mettre fin à l'appel, mais je sentais que la suspicion couvait toujours sous la surface. Le meilleur, c'était de savoir qu'elle n'avait aucune idée que la voiture était intacte, dans le garage fermé de Marc. J'étais allé la voir cet après-midi-là. Elle était impeccable, le plein d'essence, exactement comme Sophie l'avait laissé. La seule différence, c'est qu'elle ne pouvait pas y toucher. Quand j'ai élaboré ce plan pour la première fois, je pensais garder la voiture une semaine. Cela me semblait suffisant pour marquer le coup. Mais maintenant, en les voyant se fissurer plus vite que je ne l'avais imaginé, je commençais à penser qu'une semaine pourrait être généreux. Si elles étaient déjà aussi ébranlées après 3 jours, je voulais voir ce qu'une autre semaine leur ferait. Le 5e jour, Claire et Sophie ne faisaient même plus semblant d'être polies. Ce qui avait commencé par des disputes sur la voiture manquante s'était transformé en véritables engueulades, sur tout ce qu'elles avaient accumulé pendant des années. J'ai entendu par un voisin que Sophie avait accusé Claire de ruiner sa vie et de ne jamais lui faire confiance, tandis que Claire avait rétorqué que Sophie n'appréciait rien et agissait comme si le monde lui devait tout. La voiture n'était plus le problème. C'était juste l'allumette qui avait mis le feu à des années de ressentiment. J'aurais pu tout arrêter à ce moment-là. J'avais les clés. J'aurais pu ramener la voiture, appeler Claire et jouer les héroïnes. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant à les laisser se débattre dans cette incertitude. Elles étaient toutes les deux si sûres que le monde leur avait fait du tort, mais aucune ne pouvait dire exactement comment. Le 7e matin, j'ai décidé qu'il était temps. Le mal était fait, et prolonger la situation risquait de les rendre méfiantes, mais de la mauvaise manière. Je me suis levé avant le soleil, j'ai pris les clés et j'ai ramené la voiture. Je ne l'ai pas garée dans leur allée. Ça aurait été trop évident, trop direct. Au lieu de ça, je l'ai garée 2 rues plus loin, devant une maison de location vide. J'ai verrouillé les portes, j'ai glissé les clés sous le siège du conducteur et je suis parti sans me retourner. Juste après midi, Claire m'a envoyé un texto, la voiture est réapparue. Pas de dégâts. La police ne sait pas qui l'avait. Une seconde plus tard, un autre message, la chose la plus bizarre qui soit jamais arrivée. J'ai fixé l'écran un long moment en souriant, puis j'ai reposé le téléphone sans répondre. 2 heures plus tard, Sophie a publié une photo en ligne. Elle était assise sur le capot de la voiture, souriant, avec la légende « Devinez qui est de retour ?» Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une tentative de reprendre sa vie d'avant, comme si de rien n'était. Mais je savais bien que ce n'était pas le cas. Elle l'avait ressenti, la perte, le désagrément, l'incertitude. Cela avait fait son effet. Elles avaient appris, à leur manière, que les choses pouvaient disparaître sans prévenir, et que, parfois, il n'y a personne à blâmer, sauf soi-même. Je n'ai jamais rien avoué, et je ne le ferai jamais. Je n'en ai pas besoin. Le meilleur, avec une vengeance silencieuse, c'est qu'elle ne laisse aucune preuve, juste une ombre persistante de suspicion. Et maintenant, cette ombre sera toujours là pour elle, car la prochaine fois que Sophie ouvrira la bouche ou que Claire me traitera avec mépris, elles se souviendront de cette semaine. Elles se souviendront à quelle vitesse le confort peut s'évanouir. Et elles se demanderont, juste une seconde, si c'est moi qui tiens à nouveau les clés. Ce doute, cette hésitation avant d'agir, vaut plus que n'importe quelle dispute bruyante ou confrontation dramatique. Et pour moi, c'était le vrai cadeau que je m'étais fait pour mon anniversaire. La mise à jour 3 semaines s'était écoulée depuis l'incident de l'anniversaire, et la vie avait repris un cours qui ressemblait à la normale. Je voyais toujours la voiture de Sophie en ville, et à chaque fois, je ressentais une petite satisfaction personnelle, en sachant que je l'avais un jour fait disparaître. Mais les appels de Claire s'étaient calmés. Maman avait cessé de chercher des réponses. En apparence, tout était revenu comme avant. C'est du moins ce que je pensais. Un samedi matin, alors que je préparais mon café, mon téléphone a sonné. Le nom de Claire s'est affiché à l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Je n'étais pas d'humeur à entendre les commentaires passifs-agressifs qu'elle aurait pu me réserver, mais la curiosité l'a emporté. Elle n'a pas perdu de temps. On arrive. Soit à la maison. Pas d'explication, pas d'indice sur son humeur, juste une instruction. J'ai envisagé de dire non, mais quelque chose dans sa voix n'était pas le ton sec et impatient habituel. C'était plus doux, presque prudent. Contre toute attente, j'ai dit « d'accord ». 1 heure plus tard, je les ai vus arriver dans mon allée.
Elles sont sorties toutes les deux de la voiture. Sophie ne regardait pas son téléphone pour une fois. Elle avait les mains fourrées dans les manches de son sweat à capuche et regardait le sol. Claire, au lieu de son air de supériorité habituel, avait l'air précautionneuse, comme si elle abordait une situation qu'elle ne voulait pas gâcher. Elles se sont présentées à la porte ensemble, et la première chose que j'ai remarquée, c'est que Sophie tenait un petit bouquet de fleurs fraîches. Elle me l'a tendu sans un mot au début, puis a esquissé un léger sourire et a dit que c'était juste comme ça. Claire a suivi avec un sac cadeau de taille moyenne, soigneusement emballé dans du papier doré et noué d'un ruban. Elle l'a posé sur ma table à manger et m'a dit de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un sac fourre-tout en cuir. Pas n'importe lequel, mais exactement celui que j'avais admiré dans une vitrine il y a près d'1 an. Je ne leur en avais jamais parlé, mais Claire devait se souvenir de ce jour. Il n'était pas bon marché, et ce n'était pas quelque chose que je me serais attendu à ce qu'elle m'achète. Puis est venue la partie que je n'avais pas vue venir. Elles se sont excusées toutes les deux. Pas le genre d'excuse vague et peu sincère où quelqu'un dit « Désolé que tu l'aies ressenti comme ça ». C'était différent. Claire a admis sans détour qu'elle avait eu tort de qualifier ce qui s'était passé à mon anniversaire de farce. Elle a dit qu'elle aurait dû me défendre et qu'elle regrettait de ne pas être intervenue. Sophie, à ma grande surprise, n'a pas essayé de se cacher derrière le sarcasme. Elle a dit que son commentaire au dîner était cruel et qu'elle y avait pensé depuis. Elle a même admis que la perte de la voiture, même si elle ne savait toujours pas comment c'était arrivé, lui avait fait réaliser à quelle vitesse les choses pouvaient être enlevées. Elle a dit qu'elle avait été embarrassée, en colère, et puis, finalement, simplement pensive à propos de tout ça. Je suis resté là à écouter, sans dire grand-chose. Une partie de moi voulait les croire. Une partie de moi voulait penser que peut-être quelque chose avait changé en elle pendant ces jours chaotiques. Mais une autre partie de moi, celle qui avait vécu des années de piques subtiles et de mépris, restait sur ses gardes. Les gens peuvent changer, oui, mais ils peuvent aussi jouer la comédie du changement quand ça les arrange. Alors, je les ai remerciés. J'ai accepté les fleurs, le cadeau, les excuses. Je leur ai même dit que ça comptait beaucoup pour moi de les entendre dire ces choses. Et à ce moment-là, je le pensais, car le pardon, du moins pour l'instant, me semblait plus facile que de porter le poids du ressentiment. Mais la confiance? Ça prendrait plus de temps. J'ai appris à ne pas garder rancune pour le plaisir de le faire. Mais j'ai aussi appris que rester sur ses gardes est parfois tout aussi important que de laisser les choses aller. Alors, pour l'instant, je verrai où cela nous mène. Peut-être que c'est un tournant. Peut-être que c'est juste une performance temporaire. Quoi qu'il en soit, je garderai le sac, je profiterai des fleurs tant qu'elles dureront, et je me souviendrai que si les choses redeviennent un jour comme avant, il n'est pas difficile de reprendre les clés.